Hello! J'espère que ça fonctionne, que tout le monde m'entend, que tout va bien, que tout est magnifique. Hey, regardez, ça ne se voit pas, mais j'ai mis un très beau serre-tête de Noël. En fait, je devrais peut-être reculer un tout petit peu ma webcam, comme ça. La remonter un peu comme ça. Et voilà! Quelle splendeur! Salut à tout le monde, salut aux gens qui arrivent, à ceux qui sont fidèles au poste. Je revois des pseudos qui me suivent depuis longtemps et ça me fait vraiment très plaisir de tous vous accueillir ce soir. Je me suis lancé un petit défi pour ce mois de décembre, donc chaque fois j'essaye de revisiter un peu la manière de vous parler des jeux de société. D'habitude je faisais des tops, un format de vidéo que j'aimais bien parce que je trouvais ça assez cool, ça me permettait vraiment de classifier les jeux. Et là je me suis dit mais en fait le format du live est vraiment très chouette parce que ça nous permet d'échanger tous ensemble et puis de vous montrer des trucs, que vous puissiez y réagir, etc. Donc je tourne juste petit réglage comme ça, voilà. Que vous puissiez y réagir, donner vos propres avis, poser vos questions, etc. Et donc mon projet, ça va être en mode calendrier de l'Avent qui commence évidemment le 5 décembre puisque j'aime faire les choses de manière hyper organisée, bien sûr. C'est de faire tous les jours, donc du lundi au vendredi, un petit live de un peu moins d'une heure dans lequel je vais présenter systématiquement 4 ou 5 jeux selon des catégories prédéfinies, à savoir les jeux enfants, famille, initiés, experts et une mention. Alors la mention, ça pourrait être une collection que j'ai envie de mettre en avant, ou un jeu de rôle, ou un jeu qui sort un peu des sentiers battus, quelque chose d'un petit peu particulier. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est que je vais commencer donc ce lundi. Je me suis dit vas-y, tu fais direct dans le grand bain avec des jeux qui sont de toute façon aimés par tout le monde et donc ce sera pas trop compliqué. Et ça va être des jeux que je vous ai forcément déjà évoqués, dont je vous ai déjà parlé en long et en large et en travers. Et aussi particularité, j'essaie de me focus sur les jeux de 2022, mais il est tout à fait possible que je reparle de jeux qui sont plus anciens parce que au final, même encore aujourd'hui, je me dis, pour une cacahuète, offrir un punto, c'est quand même systématiquement une très bonne idée. Donc, il n'y a pas de classisme, on n'est pas que pro 2022, il y a d'excellentes choses qui sont sorties avant et qui valent vraiment la peine d'être jouées, même s'il y a eu, encore une fois cette année, une infinité de jeux exceptionnellement bons. Donc, oui, c'est vrai, exactement, tu as raison, Univers, un jeu n'a pas d'âge et c'est très important de le souligner. Donc, sans plus attendre, je vais faire comme un format que je fais toujours d'habitude, à savoir je vais monter progressivement dans la difficulté, l'accessibilité du jeu, à savoir on va commencer toujours par les jeux enfants. Alors, on va voir si cette petite transition fonctionne. Et voilà, donc pour les jeux enfants, on va commencer par Bubble Stories. Alors le truc c'est que je triche un peu parce que moi je vais vous montrer la boîte verte. C'est le Bubble Stories des vacances, tout simplement parce qu'en fait la boîte rouge que je vous montre là, je l'ai déjà offerte à quelqu'un et donc j'avais ma boîte que j'ai jouée. Même en tant qu'adulte, on peut beaucoup s'amuser avec un Bubble Stories et je me suis dit que je vous montrerai la boîte verte qui est la boîte numéro 2 en vous faisant penser que si vous aviez déjà la rouge, forcément la verte ça vaut la peine d'y jouer. C'est de nouveau plusieurs histoires dedans et donc on va repasser sur le principe du Bubble Stories, comme ça vous savez de quoi il s'agit. C'est un jeu pour enfants à partir de 4 ans. Ça se joue à 1 ou 2 joueurs, donc ça c'est vraiment la force du jeu, c'est qu'il y a une vraie proposition solo pour les petits qui s'éloigne en fait du casse-tête classique, donc c'est-à-dire qu'on leur met pas un smart games dans les mains en disant vas-y, débrouille-toi maintenant, fais des maths. Non, Bubble Story c'est un vrai jeu d'aventure, un jeu qui va vous amener vraiment à vivre des choses, on se sent le personnage de l'histoire et donc pour ça c'est extrêmement bien réussi. Et donc l'idée dans Bubble Story c'est que ça s'appelle comme ça parce qu'en fait on commence par une carte principale qui est une carte d'illustration et sur laquelle on voit des petites bulles qui sont des zooms sur certains éléments de la pièce qu'on aurait envie d'explorer. J'aime bien faire le parallèle en disant c'est un peu le unlock des tout petits, donc c'est vraiment très chouette parce que c'est accessible, intuitif et en même temps qui donne un vrai goût de j'ai envie d'y aller, j'ai envie de vivre cette aventure. Donc je vous explique, Bubble Stories, il y a cette carte, vous avez des bulles et on va naviguer de bulle en bulle. Admettons, je prends ma première carte, c'est la chambre d'enfant dans laquelle je suis et ma mission c'est de retrouver mon ours en peluche. J'ai une bulle sur le lit ou une bulle sur le tipi. Je vais évidemment voir dans le lit, c'est là que se trouve le doudou.
et je prends la carte qui représente la même bulle lit, je la retourne et en fait on voit un édredon froissé, un petit oreiller, mais pas de doudou. Le doudou n'est pas là. Alors peut-être qu'il est dans le tipi. Quand je vais prendre la carte tipi, ça m'amène à une autre vue de la pièce qui me fait un zoom sur d'autres éléments, sur la porte, et je peux sortir pour aller chercher mon sac d'école, etc. C'est vraiment super bien fait parce qu'il y a ce côté vraiment jeu dont vous êtes le héros, et les petits, pour l'avoir vu, adorent, dans le sens où même quand on connaît la solution, on a envie de voir qu'est-ce qui se trouvait derrière les cartes pièges. On sait que le doudou n'est pas dans le frigo, mais on a quand même envie de retourner ces cartes frigo parce que qu'est-ce qui peut se cacher dedans? Et ça tombe bien, oh c'est un verre de cacao, je suis content. Alors je vais à l'école et j'ai gagné une étoile en plus parce que j'ai trouvé le verre de cacao dans le frigo. Donc Bubble Stories, vraiment 100% recommandé pour les petits à partir de 4 ans. Bien qu'en vérité ça marche même avec des plus grands de manière tout à fait indifférente, donc c'est très mignon, c'est joliment illustré, c'est clair, et en plus c'est un jeu qui demande pas d'accompagnement, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très très réussi, et c'est vraiment ma recommandation absolue. Et d'ailleurs c'est salut Brenda, c'est vraiment un jeu que je vends extrêmement bien en magasin, souvent quand les parents sont un petit peu curieux de savoir ce qu'ils peuvent trouver, ce qu'ils peuvent offrir, qui sortira un petit peu des sentiers battus, sans compter qu'en plus c'est un petit prix, donc dépendant du magasin dans lequel vous l'achetez, mais il sera entre 12 et 16 euros, donc c'est vraiment un petit jeu abordable de début. Salut Dio Farfadet. Pour la suite des événements, donc je ne vais pas m'attarder sur celui-ci parce que on a déjà bien fait le tour, je vais vous parler d'un autre que si vous me suivez, vous savez que j'aime déjà. Donc là, on va passer dans la catégorie famille. Et la catégorie famille, ça va vraiment se concentrer sur des jeux qui ont à la fois une accessibilité en termes de règles, en termes d'appréhension du jeu, tout en ayant une grosse dose de subtilité, où on peut mettre des stratégies, où on peut beaucoup se mesurer aux autres. Et il s'agit évidemment de Next Station London. Avec plus de 300 parties à mon actif, je crois. Je peux clairement dire que c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué de toute ma vie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres gros jeux dont je vous ai parlé énormément. Des choses comme par exemple Terraforming Mars, vous connaissez mon amour profond pour ce jeu peut-être. Next Station London, clairement, va surpasser ça parce qu'en fait, il y a un truc avec ce jeu qui fait que je l'ai vu à l'œuvre avec des joueurs occasionnels, avec des joueurs néophytes, avec des joueurs passionnés, et indifféremment avec tout le monde, ça marche systématiquement. C'est extrêmement agréable de pouvoir sortir un jeu qui est aussi intuitif et qui fonctionne de manière aussi fluide et directe. Mais voilà. Brenda le dit, ses neveux et nièces enchaînent les parties, ils ont 12 et 13 ans, et c'est vrai que ça marche extrêmement bien avec des enfants, peut-être pas des trop jeunes, parce que le degré de stratégie qui peut être mis en place va quand même nécessiter d'être un petit peu concentré, donc il le conseille à partir de 8 ans, et je pense que si vos enfants, ou les enfants à qui ça destine, sont gamers, ça marche. Par contre, c'est clairement un jeu qui va s'adresser à des ados adultes. C'est un jeu vraiment très intuitif, comme je le dis, c'est un jeu hyper abstrait aussi, dans lequel on va devoir dessiner un réseau de métro à Londres en connectant des stations les unes avec les autres à partir d'un tirage de cartes qui sera systématiquement aléatoire. Ça va se jouer en 4 manches, ça se joue extrêmement bien en solo aussi, et ces 4 manches seront l'occasion pour vous d'essayer d'optimiser le mieux possible votre chemin pour pouvoir gagner un maximum de points en fonction des règles qui sont imposées, à savoir, il faut passer dans plein de quartiers différents pour avoir des points, mais il faut également relier un maximum de stations dans un quartier principal afin de rendre votre réseau attrayant. Donc voilà, l'idée de toute façon de ces lives, c'est que je vous montre pas l'intérieur du jeu parce que pour ça, il y a des vidéos dédiées que j'ai déjà faites, il y a des présentations. Celui-là se trouve sur Board Game Arena, un site où vous pouvez jouer gratuitement en ligne. Donc vous avez plus que l'occasion de le découvrir amplement, ne serait-ce qu'en regardant un de mes lives un jour désœuvré à 2h du matin quand je cherche des adversaires sur Board Game Arena pour jouer contre moi. J'ai juste envie de vraiment remettre en lumière ces qualités qui font, sans vous expliquer exactement comment le jeu fonctionne, mais vous dire, voilà, ses points forts, c'est un jeu de cases à cocher, il est rapide, il se joue facilement avec tous les types de joueurs. C'est un jeu d'optimisation mais qui fait pas forcément à la part belle que aux matheux. Moi j'ai un esprit tordu et malgré tout j'arrive à faire de très très beaux scores. Donc vraiment voilà, c'est ma recommandation. Idem en termes de nombre de joueurs, je pense qu'on est, ouais c'est ça, de 1 à 4 joueurs.
ils annoncent une partie de 25 minutes et clairement je pense que ça peut même être plié en 15 si on est assez rapide et bon joueur. Et au niveau du prix, on est un petit peu moins d'une vingtaine d'euros. Je pense qu'on doit être à 16 ou 18, quelque chose comme ça. Donc vraiment un sacré coup de cœur. D'un auteur en plus que je connaissais pas et que je découvre petit à petit en retrouvant d'autres de ces jeux en me disant mais c'est le même auteur et c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait des jeux très logiques, très sympas. Donc il y a effectivement, comme Démogé le dit, un Xstation Tokyo qui va sortir ce printemps, normalement premier ou deuxième trimestre de l'année, que j'ai eu l'occasion d'essayer, qui est extrêmement prometteur, avec un niveau peut-être un peu plus expert. Donc si vous avez comme moi rincé le jeu dans toutes ses configurations, vous serez absolument ravis de découvrir le Tokyo qui est un poil plus compliqué. Ben voilà, donc Brenda, tu le dis, tu l'as recommandé aussi. Je dis coucou à Sushibu qui nous a rejoint et on va enchaîner sur le prochain jeu et je vous montre le prochain que j'ai choisi. Et il s'agit cette fois-ci d'un jeu un peu plus velu. Donc d'abord on a fait la catégorie enfant, puis la catégorie famille, maintenant on va passer à la catégorie initié. Donc c'est les catégories officielles de l'As d'Or parce que je trouve que c'est une excellente classification de la difficulté des jeux, à savoir qu'il y aura toujours évidemment débat et discussion pour savoir un jeu appartient-il vraiment à cette catégorie-ci ou pas, mais en tant que vendeuse, je le vois au quotidien, clairement le fait de hiérarchiser ces jeux en termes de difficulté permet de mieux cibler les différents acheteurs et de savoir exactement ce qu'ils veulent et ce qui pourra leur faire plaisir. À savoir que cette vidéo est nullement sponsorisée de rien du tout, c'est juste moi qui ai fait le récapitulatif de toute mon année 2022 en me disant quels sont les jeux qui vraiment ont marqué mon année, que j'aurais envie de recommander et qui me plaisent toujours à jouer, même 1 an ou 6 mois ou j'espère l'année prochaine, mais en tout cas longtemps après leur sortie. Et Brian Boru, en termes de jeu initié, est vraiment pour moi une super belle découverte parce que il a réussi un pari que peu de jeux ont réussi par rapport à ma personne, c'est revisiter le jeu de pli. Alors le truc c'est que moi je suis pas du tout familière du jeu de pli. Évidemment, c'est une mécanique de jeu qui est de plus en plus utilisée dans les jeux de société, mais là, c'est utilisé de manière intelligente, à savoir que même quand on ne gagne pas le pli du jeu, on va pouvoir, salut Renocé, on va pouvoir quand même gagner des récompenses par rapport aux cartes qu'on aura jouées. Alors pour le petit pitch, Brian Boru c'est donc le roi unificateur de l'Irlande et l'idée c'est que vous voulez devenir roi d'Irlande. Pourquoi ? Parce qu'à la base ce sont pas mal de petites chefferies, de petites tribus qui se confrontent les unes les autres et vous avez plusieurs manières de les réunifier, c'est notamment par les mariages. Donc vous allez faire en sorte au fur et à mesure des manches de faire des alliances avec des mariages qui sont prometteurs pour pouvoir faire en sorte de marier surtout la reine des Vikings qui est là pour vous faire la misère parce que on va envahir vos terres. Donc vous allez faire des mariages comme ça qui sont intéressants politiquement. Vous allez aussi tenter de contrôler un maximum de zones de territoire et le contrôle de territoire se fait aussi grâce à ces cartes qu'on va jouer dans des plis. Vous allez pouvoir aussi dominer l'Irlande d'une autre manière, c'est avec la religion. Donc ça, c'est un héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. L'Irlande, c'est un pays qui est toujours extrêmement catholique. Et donc, en asseyant vraiment vos bastions religieux dans tout le pays, ça vous permet de créer des monastères, de développer une union dans le pays entier qui transcende les petites rivalités de chefs et de clans. Et de cette manière-là, en jouant sur ces 3 tableaux et en repoussant les invasions armées des Vikings, vous faites en sorte de protéger, d'unifier et de réunir votre pays. Salut BIB et bienvenue. Alors oui Renaud, en fait toi tu n'as pas aimé la configuration à 5 de Brian Boru. Pour moi personnellement, de mon expérience, elle me paraît optimale parce que justement à 5 je trouve qu'on a beaucoup plus d'ampleur dans le jeu, ça nous permet beaucoup plus de sentir une finesse. Par exemple quand on voit à 3 joueurs, un joueur qui commence à conquérir beaucoup certaines zones, les 2 joueurs c'est asymétrique, ils vont se forcer tous les deux à jouer contre le premier joueur et pas pour eux-mêmes. Et ce phénomène est très fort gommé justement dans les parties à 5 joueurs où clairement c'est chacun pour sa pomme et les rivalités et tensions qui naissent entre 2 joueurs sont inutiles puisque ça profite aux 3 autres qui les regardent s'écharper pendant que, expérience vécue, pendant qu'ils vont essayer de gagner plein de terrains, plein de mariages et plein de religions. Donc voilà, moi c'est clairement une configuration que je trouve optimale, 5, mais comme je le dis, ça revisite le jeu de pli de manière peut-être un peu déconcertante, puisque le gagnant du pli remporte un contrôle et une domination sur une zone sans forcément gagner tous les avantages, et les autres peuvent décider volontairement de pourrir le pli avec des petites cartes, mais qui vont leur apporter des petits bonus qu'ils vont
mettre en œuvre pour une stratégie à plus long terme. Donc voilà, je le trouve hyper chouette parce que sans proposer de mécanique totalement novatrice et jamais vue, il réussit de manière assez fine en fait à ajouter plic-ploc des petites choses qui font que dans l'ensemble on a un jeu qui est clairement tout à fait différent de tous ses cousins. Par exemple, il est sorti bien après First Empire qui avait la prétention de devenir un jeu de conquête, un small world mini qui marcherait. First Empire ne tient pas du tout la durée, là où Brian Boru, j'ai quand même la confiance qu'on est face à un produit qui est beaucoup plus abouti, avec une proposition ludique en tout cas qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est vrai que il n'est pas très très joli, il n'est pas hyper sexy, mais il y a une histoire hyper intéressante, c'est que l'illustratrice qui a fait la couverture, elle est spécialiste de l'histoire d'Irlande et donc elle illustre énormément de livres pour enfants qui vont parler de l'histoire de l'Irlande et elle a fait une énorme recherche en termes d'iconographie, en termes de costumes médiévaux, pour avoir un truc le plus réaliste possible, tout en gardant ce trait qui est peut-être un peu naïf, mais qui est très chouette parce qu'il est extrêmement clair et lisible. Donc voilà, BIB le trouve magnifique. Donc c'est vraiment, je pense, c'est une question de goût et c'est très chouette aussi de voir que justement certains vont être sensibles à cette espèce de parti pris graphique un peu old school, d'autres vont détester. Moi au début je n'aimais pas et puis en fait en connaissant l'histoire ça a clairement changé ma perception du jeu. On va pas s'éterniser dessus, je vous dis juste, il faut absolument que vous y jouiez parce qu'il est vraiment génial. Mais du coup je vais vous parler donc du prochain jeu qui est le jeu expert de la sélection. Et le jeu expert de la sélection, il est un peu beaucoup plus ambitieux que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, mais ça a été un coup de cœur absolument immédiat. Dès le moment où j'y ai joué, j'ai su qu'il avait de bonnes chances de détrôner Terraforming Mars dans mon cœur, et je dois admettre qu'aujourd'hui, je les aime de manière égale. C'est difficile, hein, mais c'est comme ça. Je trouve qu'ils ont chacun quelque chose qui m'apporte des sensations de jeu qui sont vraiment extrêmement proches, tout en ayant un petit, je sais pas, un petit quelque chose, un petit twist très agréable. Et puis en plus, je trouve quand même Ark Nova beaucoup plus beau, même si certains ne seront pas d'accord avec moi, puisque... Ah bah ça c'est malin. C'est pas la bonne image. Attendez, on va changer ça. Heureusement que je l'ai préchargé. Et ça ne veut pas. Nickel. Donc c'est celle-là qu'on veut, mais le jeu n'a pas envie. Pourquoi est-ce que tu m'ennuies? Et si je le delete et que je mets ça à la place, est-ce que tu acceptes maintenant? Voilà, ça c'est mieux. Voilà, ça crée des petits moments de haha. C'était pour voir si vous étiez en train de suivre. Donc oui, effectivement, mon jeu favori expert, c'était pas Bubble Story, c'était bien sûr Ark Nova. Donc c'est le jeu de 2022 qui m'a le plus convaincu. Alors évidemment je vais vous parler de plein d'autres jeux experts que j'ai trouvé absolument incroyables cette année au fil des lives, mais celui-là j'avais envie de faire l'ouverture de cette série de live du calendrier de l'Avent parce que clairement il est absolument sublimissime en termes de gameplay. J'ai trouvé qu'il était vraiment génial et en plus j'ai eu vraiment à chaque partie des configurations différentes, donc j'ai joué à 2, 3 ou 4 joueurs et systématiquement je me suis dit mais en fait il est vraiment très agréable dans toutes ces configs. Donc Ark Nova, si vous ne connaissez pas du tout, il s'agit d'un énorme jeu de gestion dans lequel vous devez gérer un zoo, donc vous avez un, mais on peut plus dire zoo, donc on dit parc animalier maintenant, mais grosso modo c'est quand même des animaux qui sont là pour le plaisir des visiteurs et aussi pour un petit peu la conservation animale parce qu'il y a clairement l'avantage d'avoir des projets de soutien scientifique et universitaire qui sont menés dans la vraie vie et donc c'est un pan du jeu qui est quand même exploité aussi dans le jeu et qui est vraiment central. L'idée dans Ark Nova, c'est qu'à chaque tour de jeu, vous allez avoir l'occasion de jouer une de vos 5 actions. Donc il y a une espèce de roue d'action qui fait que quand vous la déclenchez, elle retombe à une force 1. Et en fait, les autres
deviennent de plus en plus balèzes, et il va y avoir un système de roues comme ça, en sachant que à chaque fois que vous jouez une action trop tôt, vous n'avez pas profité de sa pleine puissance, mais parfois c'est une stratégie intéressante pour faire tourner beaucoup les actions. Vos actions en question, c'est poser des cartes animaux, donc vous allez pouvoir les payer, les placer dans votre zoo, etc. Vous pouvez aussi faire des systèmes de mécénat, et donc travailler avec des grandes, soit des entreprises, ou avec des universités, ou avec faire des partenariats avec certains pays, certains continents. Vous allez avoir aussi la possibilité de construire des enclos, donc vous allez évidemment devoir ranger tout ce petit beau monde, parce que si vous mettez les antilopes, les suricates, les ours blancs et les lions tous ensemble, ça fait des chocs à pic. Donc vous allez devoir vraiment gérer plusieurs aspects de votre zoo, et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que vous placez des animaux de plus en plus attrayants, ils sont évidemment de plus en plus chers, mais ça va augmenter le niveau d'attrait de votre zoo. Et en fait, vous avancez sur une piste d'attrait du zoo, et en même temps, parallèlement, vous avez une autre piste qui va descendre, et qui est votre piste de projet de conservation. Vous commencez à 0 sur un et 0 sur l'autre, grosso modo, hein, c'est pas ça, mais... Et en fait, au fur et à mesure que vous allez les faire s'avancer, elles vont se croiser. Et le moment où ça se croise, ça finit la partie pour tout le monde. Et vous allez essayer de garder des belles manières de marquer des points de victoire pour que, à la fin, l'écart entre vos deux pions soit en fait vos points de victoire finaux. Donc, si on décide de faire absolument le zoo le plus sexy du monde, avec plein d'animaux super rares, super gros, super effrayants, que tout le monde a envie de voir, c'est cool, vous allez avoir plein de points d'attrait, mais si vous ne faites aucun projet de conservation, du coup, vous allez avoir rien du tout en termes d'équilibre de votre parc animalier. Et la même chose, si vous faites plein de projets, mais que les animaux que vous proposez au public sont un peu bof, forcément les gens viennent pas, et donc du coup pareil, l'équilibre est quand même rompu. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez devoir quand même jouer avec ces deux jauges, en sachant qu'à un moment elles se croisent de toute façon, et il y a un vrai sentiment d'urgence quand on voit que les deux pistes de quelqu'un commencent à se rapprocher. On sent que la personne va croiser ses jetons, et ça crée vraiment un truc où au début on est un peu chill, chacun joue dans son coin et on met des animaux. Oh, t'as mis un phoque, c'est mignon, vas-y je mets un phacochère. Et puis là on se dit mais attends, mais en fait ces pions vont se croiser, faut que j'accélère, faut que je fasse des trucs, j'ai jamais fait de projet, je suis trop nulle, je suis en retard. Et cette gestion du temps, absolument génial, c'est vraiment très très chouette à jouer, moi j'aime beaucoup, et c'est un genre de jeu qui est très très complexe, parce qu'en fait il y a déjà plus d'une vingtaine de pages minimum pour connaître et appréhender les simples bases du jeu, mais aussi il y a tout un tas de pouvoirs sur chacune des cartes que vous allez jouer, qu'il s'agisse des cartes mécènes, des cartes animaux, des cartes ce que vous voulez. En fait, sur tout ça, les projets, il y a plein de textes et d'exceptions. Et alors, moi, j'aime bien dire, si on sait lire, on sait jouer. Et les gens me disent, mais c'est pas possible, c'est un jeu super expert. Et en fait, si on lit correctement les descriptions des cartes, on sait jouer. En soi, le jeu est pas très très difficile. Les phases de jeu se répètent de toute façon de manière assez régulière. Donc, vous avez vraiment peu de chances d'être perdu autour d'eux, vous savez déjà vers quel genre de direction vous avez envie d'aller. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe sur les cartes que vous allez poser, comment elles interagissent avec les cartes dans votre parc, avec celles des autres joueurs, parce que parfois il y a des interactions aussi avec les autres. C'est pas un jeu où on se détruit les uns les autres, ça jamais, mais c'est des jeux où on peut un peu chafouiner en volant la carte ours que machin convoitait pour faire son super combo. Donc c'est un super bon jeu, excellent, tout à fait dans la lignée d'un Terraforming Mars, à savoir des jeux de construction de moteur avec du placement de projet très très ambitieux, très chouette à jouer, long, c'est vrai. C'est sûr que quand on joue à 4, on sent que si on a des joueurs qui sont pas parfois atteints d'analysis paralysis, ça peut prendre un peu de temps, mais en vrai c'est quand même, voilà, c'est super chouette, super agréable. Et il a un potentiel vraiment génial à 2 et une rejouabilité énorme, puisque vous avez un paquet de presque 200 cartes animaux projet. Donc autant dire que vous avez vraiment le temps avant d'avoir fait le tour de ça, sans compter que vos plateaux parcs peuvent être aussi asymétriques. Vous pouvez choisir des faces asymétriques pour créer un petit peu de la surprise. Eh bien, Univers nous dit donc qu'il a participé à la
Coupe de France de Arc Nova et en est ressorti avec plein de nouvelles stratégies. Je trouve ça très très chouette comme intervention parce que clairement, je pense que le fait de se confronter à des joueurs qui jouent régulièrement à ce genre de jeu, ça peut permettre justement de se dire, mais en fait, la stratégie que j'avais l'impression d'avoir trouvé la martingale face à quelqu'un qui connaît super bien le jeu, c'est pas systématiquement gagnant et en fait, peut-être qu'il y a plein d'autres trucs qui paraissent faiblards et qui en fait, sur le long terme, sont absolument brillants. Certains pourraient reprocher l'aléa du jeu. Moi j'ai règle maison et qui est tirée de Terraforming Mars. C'est si vous voulez un petit peu compenser ça, vous faites une phase de draft comme dans TM et donc vous prenez 10 cartes animaux projet et vous les passez, vous les draftez et ça vous permet de construire quelque chose de peut-être un peu plus facile à jouer qu'effectivement commencer avec juste ces crédits et plein d'animaux qui ont une valeur beaucoup trop forte et des conditions de placement beaucoup trop élevées. Alors, il y a effectivement, comme tu le précises, Univers Board Game, une extension qui arrive. Donc c'est une extension qui va se focaliser, si ma mémoire est bonne, sur les animaux aquatique, je pense. Donc très très intéressant à jouer parce que justement on va pouvoir renouveler un petit peu son parc en peut-être, j'ai pas du tout étudié l'extension en question, donc pas possible de l'acheter en octobre à Essen en anglais, il y avait rien de que dalle, mais effectivement j'ai vu la rumeur parlant de cette extension sur les animaux aquatiques, donc peut-être avec qui sait un petit morceau de parc qu'on va pouvoir ajouter qui sera l'aquarium, donc à voir et à suivre. Et BIB le dit, le jeu de l'année. Pareil pour moi, Terraforming Mars aussi conserve mon cœur, mais clairement celui-là a de très très beaux arguments et vraiment super plaisant à lire, à jouer, à mettre sur la table, et puis un peu plus sexy parce que tout le monde n'aime pas les gros astéroïdes qui éclatent les planètes pour faire des trucs comme de l'azote ou de l'oxygène. Certains aiment juste aligner des petits animaux dans leur parc et ça marche aussi. Alors, pour la suite des événements, donc je vous ai dit que j'allais chaque fois faire un jeu enfant, un jeu famille, un jeu initié et un jeu expert. Là, j'ai aussi donc toujours un 5e petit jeu qui sera la mention. Donc la mention, ça va être un truc qui est un peu hors norme, soit une collection, soit un jeu de rôle. Et là, aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'un jeu de rôle. Non, d'un jeu de rôle, pas du tout. Je vais vous parler d'une collection et il s'agit de Unlock, les Unlock Shorts. Alors, il faut savoir que moi, je suis une grande amatrice de... Oh, salut Gilles de Monolith, bienvenue. Donc, les Unlock Shorts, c'est très très chouette parce que moi, j'aime énormément les Unlock. Parfois, donc à chaque fois qu'une nouvelle boîte sort, je l'achète et je suis vraiment absolument ravie. Mais il faut savoir que justement, ces Unlock Shorts ont un avantage pour eux que n'ont pas les Unlock normaux, c'est le prix. Alors, le truc, c'est qu'on peut penser, nous, en tant que gamer, que c'est pas du tout un argument, le prix. Mais il faut savoir que pour beaucoup de gens qui doivent faire des petits cadeaux cacahuètes, etc., je trouve ça génial d'avoir inventé un concept qui reprend le Unlock version light. Après, ils n'ont rien inventé, hein. C'est juste, ils ont développé ce qu'ils faisaient déjà, à savoir des démos qui, dans le temps, étaient gratuites et qu'ils ont retravaillé pour en faire des trucs plus aboutis et qui maintenant se vendent au prix de 7€, 7,50€, dépendant de votre ludicaire. Mais vous avez un jeu qui dure entre 30 et 45 minutes avec des difficultés progressives, très intéressantes ça. Et si vous avez envie de permettre à quelqu'un de découvrir le Unlock en sachant que peut-être qu'une boîte à 35 balles avec 3 aventures tout de suite d'1h30, ça peut un peu rebuter, bah, en fait ça c'est le produit d'appel par excellence. De la même manière que j'étais très contente qu'il existe le mini pandémie ou les aventuriers du rail petite boîte à 25€, je trouve que ce genre d'initiative est absolument génial parce que justement, on permet à la fois dans un moyen financier et dans un moyen d'accessibilité aussi vis-à-vis d'un public nouveau joueur, de dire je te propose quelque chose d'assez génial, moi ça m'a pas coûté grand chose, si t'aimes pas c'est pas grave, tu peux quand même le revendre à 5 balles sur Ocaseo ou sur un groupe Facebook, mais essaye, tu vas voir, ça va être très chouette. Donc ça m'a beaucoup plu, je les ai tous joués et par exemple à la poursuite de Cabracan est exactement le même à 2 énigmes près que celui qui était vendu non, justement qui était mis à disposition gratuitement sur le site internet. Mais c'est pas grave, ça reste une chouette aventure. La majorité donc sont dans un niveau de difficulté facile à moyen. Il y en a un qui est dans un niveau difficile pour vraiment créer du challenge. Et en tant que grande amatrice d'escape, de jeux d'enquête et de Unlock, j'étais très très contente parce que ça m'a donné un bon niveau d'amusement sans être trop compliqué et avec justement une durée de temps qui était tout à fait raisonnable, à savoir entre 30 et 60 minutes pour le plus compliqué.
Je reviens juste sur un truc parce que je vois que Demo, tu parles de celui qui est à Venise. C'est le seul bémol pour moi de toute la gamme, c'est que celui à Venise, ils ont eu un tout petit problème de prod sur certaines boîtes, dont la mienne, et il se trouve qu'une carte était buggée, et si tu le sais pas, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives jamais à voir ce que tu es censé voir. Mais voilà, c'est juste un petit problème de production, c'est des choses qui arrivent, et on peut pas évidemment pourrir la gamme pour ça, parce que de toute façon, du reste, elle est excellente. Donc pour moi, c'est absolument les incontournables pour ce Noël, pour les cacahuètes, ça et les micro-games dont je vais vous parler dans un autre... Voilà, dans un des autres lives où je ferai la petite mention sur la collection des micro-games que j'explore et que je trouve extrêmement intéressante. Oui, c'est de ça qu'on parle d'emoji. Donc effectivement, il y avait un décalage d'impression. Donc oui, merci Zoidberg, je sais que tu admires. C'est un très beau serre-tête de sapin de Noël derrière mon casque. Et j'ai décidé de faire les choses simplement et de manière extrêmement classe et discrète. Voilà, donc je vais pas de toute façon m'éterniser dans ces lives parce que l'idée c'est vraiment qu'on va se retrouver chaque soir pour pouvoir parler de 4-5 jeux différents. J'ai hâte de pouvoir aussi vous parler de jeux de rôle parce que je me suis posé la question, est-ce que je vais vous en parler, salut, bienvenue, est-ce que je vais vous en parler de manière vraiment spécifique en faisant un live dédié, puis en fait je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt parce que souvent, on va pas se mentir, les joueurs de jeux de société sont rôlistes et inversement, et donc pour moi c'est juste l'occasion d'un moment glisser de temps en temps des expériences de jeux de rôle qui m'ont beaucoup plu et que j'ai envie de partager avec vous en disant telle boîte d'initiation, tel jeu de découverte, tel gros jeu très intéressant, et donc on va voir ça aussi au fur et à mesure de ces lives. Voilà, donc on arrive déjà à la fin. J'étais bien plus efficace que ce que je pensais. Je me suis dit que normalement en 5 jeux ça me prendrait 1 heure parce qu'on parlerait et puis on ferait des échanges, etc. Mais en fait finalement on a été droit au but. C'était plus facile aussi que ce que j'imaginais puisque j'appréhendais un tout petit peu. Je vais pas mentir, j'avais l'impression d'être rouillée de la vidéo. En fait ça va, mis à part que j'avais 1 heure de retard. Et que mon image, elle n'a pas marché. Et donc non, c'est pas à 22h du tout, c'est à 21h30. Ça sera à 21h30 tous les soirs. À savoir que maintenant que j'ai fait mes réglages, il y aura normalement plus de problème de décalage des heures. Et mercredi, exceptionnellement, ce sera un live beaucoup plus tôt puisque j'ai une soirée avec des amis. Et donc, de toute façon, ce sera annoncé sur mes réseaux sociaux. Donc demain, je vais prendre le temps de bien préparer tout ça avec des annonces chaque jour pour dire où me retrouver, à quelle heure. Il faut savoir aussi que j'ai enregistré ce live de cette manière. Je vais pouvoir l'uploader sur YouTube pour les gens qui voudraient revoir le début. Vous allez avoir l'occasion de le reconsulter sur YouTube. Et puis pour ceux qui suivent pas Twitch, du coup, vous êtes en train de le regarder sur YouTube au moment où vous voyez ce live. Mais oui, Elzim6, je suis désolée, tu arrives tout à fait sur la fin du live Twitch, mais de toute façon, ne t'inquiète pas, il sera sur YouTube, revisible ici aussi, et puis on se retrouvera mardi, et mercredi, et jeudi, et vendredi, à savoir que, je ne l'ai pas dit, mais le vendredi sera un jour dédié exclusivement aux jeux solo. J'ai décidé de l'appeler vendredi t'as pas d'amis, mais moi non plus puisque je serai sur Twitch avec vous, donc donc le vendredi on se retrouvera pour les jeux spécifiquement en solo parce qu'il y a vraiment des petites pépites dont j'ai envie de parler avec vous. Donc on va s'arrêter ici. Et on va se faire des bisous et on va se dire à demain déjà parce que il y a 5 nouveaux jeux et collections et trucs trop chouettes que je vais vous évoquer et qui vont être vraiment trop cool. Donc des bisous et à demain à 21h30 pour de vrai, promis juré, on y sera.